Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Coucou. Coué. Qu'est-ce qu'il y a? On va commencer le panel, dans le fond, un panel qui s'intitule Voix debout, résistance et révolte autochtone au féminin. Je suis aux côtés, en fait, de Isabelle Picard, qui est autrice de Indienne de ville, de Maya Cosino-Mollen pour Chaque perle offerte et Jessica Gagnon pour Poussiéreuse. Moi, je m'appelle Jamie Echaquan-Dubé, je suis à Dikmok de Manoan. Je suis comédienne, réalisatrice et artiste multidisciplinaire, I guess, maintenant animatrice, fait que je vais laisser le temps à tout le monde de se présenter comme ça. Je bafoue pas un peu, voyez ce que vous faites et tout, là. Si tu veux te présenter. Oui, bonjour, Koué. Je m'appelle Isabelle Picard, je suis Wendat. J'écris depuis 4 ans, en fait, de la littérature jeunesse d'abord, ensuite des romans pour adultes. Et mon petit dernier, c'est un récit aussi pour les adultes. Je suis ethnologue de formation, conférencière, scénariste. Je fais bien des affaires, moi aussi, multidisciplinaire. Alors voilà. Moi, c'est Jessica Gagnon. Je suis Wolastoqua de la Première Nation du Madawaska au Nouveau-Brunswick. Poussiéreuse, c'est mon premier recueil de poésie, certainement pas le dernier. Puis en publiant Poussiéreuse, j'ai aussi appris que j'étais la première femme autochtone francophone à publier non seulement au Nouveau-Brunswick, mais dans les Maritimes au complet. Fait que, hopefully, il va y avoir d'autres auteurs femmes francophones qui vont sortir après parce que ça pose la question pourquoi que ça peut arriver avant. Mais en ça, on vient d'entendre d'autres des voix. So, oui. Koué, merci d'être là. Maya Cosino-Mollen, je suis de la nation Innu, de la communauté des Kwanechit-Mingan. J'ai gagné le prix du gouverneur général en 2022 en poésie. Et voilà, je suis conférencière. J'écris poésie, contes pour enfants. J'ai participé à des collectifs, dont le dernier cet automne avec la Biosphère dans le cadre d'une résidence d'été que j'ai faite, auquel j'ai invité 2 autres auteurs autochtones, dont Rita Mestokosho et Sylvestre Déterre, écrivain en émergence. Voilà. Fait que c'est ça. Comme on va parler beaucoup de comme tu sais genre des thèmes qui englobent un peu vos récits, vos poèmes, comme tu sais la mémoire. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de vulnérabilité dans vos œuvres, de guérison, puis aussi de la révolte. Puis je pense que j'aimerais ça commencer en fait avec une petite question qui est quand même, j'imagine quand même assez facile à répondre, là. C'est qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à écrire? Excusez. Tu trouves ça facile? Juste le fait de naître m'a poussé à écrire, je pense. Je dis dans un de mes recueils que naître autochtone est un acte politique. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on en discutait, moi et mademoiselle ici, parce qu'on parlait de cette modification qu'ils veulent faire sur la loi sur les Indiens en termes de transmission du statut. Je suis toujours contente de voir que c'est des non-autochtones qui travaillent là-dessus. C'est sûr, avec des organisations autochtones, mais financées par le gouvernement. Donc, je veux dire, en termes d'indépendance de pensée, on y reviendra. Donc, de voir encore qu'il y a une arrière-pensée de nous contrôler, de nous exterminer, ça peut me mettre en calvaire. Mm. Accompagné d'une ménopause bien chauffée, là. Ouais. Et un bon café. Et un bon café. Pour moi, ce qui m'a poussé à écrire, ben, j'ai tout le temps eu l'envie d'écrire, mais quand ça vient à ce qui est arrivé avec mon recueil, il y a beaucoup de colère dedans, il y a beaucoup de questionnage d'identité parce que je viens d'un parent Wolastoqua puis d'une maman non autochtone. Puis tu sais, comme il y en a beaucoup de colère là-dedans parce que la fierté que moi j'ai la chance de porter, mon père, il a pas eu cette chance-là. Fait que c'est sûr que c'est comme Maya a dit, c'est comme juste être né, ça nous pousse à écrire, mais c'est beaucoup. Je pense que depuis que je suis née, j'ai le purpose d'écrire parce que j'ai tout le temps aimé lire, j'ai tout le temps aimé écrire. Moi, j'ai une longue réponse puis une courte réponse. Je vais faire la courte parce qu'on est dans un panel. Disons que j'avais envie de faire connaître les réalités autochtones et j'ai commencé en enseignement d'abord.
Mais je trouve que, puis j'ai commencé aussi à écrire dans la presse là, il y a déjà plusieurs années. Mais la littérature permet de rejoindre plein de gens d'une autre façon que je trouve intéressante. Ça permet de créer des univers entre le lecteur et l'auteur. J'essaie d'y aller avec... je mets les points sur les i puis les barres sur les t, mais j'essaie de le faire dans une bienveillance, dans une douceur, de créer un lieu où l'éducation peut être corrigée. Parce que l'éducation qu'on a eue au Québec, malheureusement, était très, très pauvre au niveau de l'histoire autochtone, de toute l'histoire, en fait. Et j'essaie, à travers mes récits, de faire connaître un petit peu plus nos réalités historiques et contemporaines. Ouais, j'ai vu dans ton livre, justement, que tu avais cet aspect-là de tout le temps de vouloir expliquer, mais aussi, genre, utiliser les termes qu'on utilise entre nous, puis expliquer pourquoi on les utilise. Je trouvais ça quand même assez fascinant, le fait de devoir aussi éduquer en même temps décrire c'est quoi c'est quoi qu'on vit et tout ça, là. Fait que c'était comme un peu aussi une de mes questions, genre comment chacune, en fait, vous pouvez toutes les répondre, genre comment chacune d'entre vous, vous trouvez genre une espèce de liberté créative et éditoriale dans un espace où est-ce que vous avez quand même, vous portez une identité, genre, puis vous avez quand même une responsabilité qui vous accompagne de collectif en arrière, genre. Ben, une petite réflexion là-dessus. Depuis 1 an maintenant, je savoure la liberté. Ça coûte cher. La liberté a un prix. Parce que après une triste aventure à l'Université de Montréal, j'ai pu comprendre que tant que tu ne suis pas la ligne de parti, et ça, la ligne de parti, il y en a partout, autant chez nous que chez les non-autochtones, si tu ne parles pas comme la boîte veut que tu parles, ça ne va pas bien. Et d'avoir cette liberté-là, de pouvoir parler, de pouvoir au moins dire mon opinion, puis mon opinion n'est pas plus mauvaise qu'une autre, je crois que c'est un peu rafraîchissant. Et ça, dans ma poésie, je m'en ai jamais vraiment privé, même si je travaillais ailleurs. Mais depuis quelque temps, je trouve ça rafraîchissant. Je dis pas que je vais rester en liberté longtemps, parce que un Indien en liberté, c'est dangereux. Il faudrait demander au service des renseignements de la sécurité au Canada. Il y avait un bel article cette semaine là-dessus. Mm. Je sais pas si tu voulais y répondre ou non. Ben, moi, j'ai envie de dire que tu parlais de responsabilité. Tu sais, c'est une responsabilité que j'ai fait mienne, celle d'éduquer, puis d'aller à la rencontre des autres, puis d'essayer de créer des ponts. Mais je me permets de plus en plus, là, je suis à la fin de la quarantaine, puis je me permets de plus en plus de dire non à certaines choses parce que je veux être dans un espace sécurisant. Je trouve que par la littérature, on est capable de créer cet espace-là, par les rencontres qu'on a aussi, les gens qui viennent nous écouter, nous entendre, c'est des gens qui sont ouverts, hein, veut pas. Mais il y a des endroits où je n'accepte plus d'aller, donc cette responsabilité-là, elle est toujours présente, mais elle n'est pas là à tout prix. J'ai pas envie tu sais, de me faire lancer, je sais pas, des tomates, ou quand je sais que je vais être dans un environnement hostile, maintenant, j'ai appris à dire non. Mais il reste tellement de bienveillance puis d'ouverture chez les gens que je suis vraiment quand même très occupée. Mais il y a des endroits où j'accepte plus d'aller ou des gens que j'accepte plus de discuter avec en public parce que je trouve ça trop difficile. Donc, il y a une responsabilité, mais il faut que ça se fasse dans un lieu sécuritaire. Ouais, je comprends. Je pense que c'est important aussi de se sentir en sécurité quand tu veux parler de quelque chose qui est important pour toi, là. Je vois que tu as comme ta main de même, là. Ben, je réfléchissais parce que moi, je suis quelqu'un qui se nourrit beaucoup je ne vais pas le dire de colère, mais pas dans le sens négatif, parce que ma colère permet d'écrire ma poésie. Puis je trouve que la poésie est un médium non intrusif pour dire des choses qui sont dures. Souvent, quand je donne des conférences puis que j'utilise ma poésie, les gens se prennent dans la figure des réalités historiques qui sont dures. Mais souvent, je fais toujours attention au début de leur dire ce que vous allez entendre, ça va être dur, ça va être difficile, mais ce n'est pas vous qui avez écrit la loi sur les sauvages. Ce n'est pas vous qui avez fait ce qui nous est arrivé à nous en ce moment. Si vous voulez travailler avec nous, on peut jaser, mais si vous trouvez que la loi sur les Indiens, c'est une bonne affaire, on a un gros problème. Et moi, ce qui me faisait réagir, ce qu'Isabelle disait, les lieux non sécuritaires, j'ai toujours eu peur un peu de la police, mais je me suis rappelé que je suis fille de policier et j'ai perdu un de mes cousins dans le service de ses fonctions dans ma communauté. Et quand on m'a invité à aller parler au SPVM, je n'avais pas si peur que ça. En fait, j'étais même
faut pas dire craquer, mais j'étais prête à tout. Et dans la vulnérabilité est une arme, mais est une arme qui n'est pas, qui fera pas mal à l'autre, mais qui va lui faire réfléchir. Parce que quand tu arrives avec une certaine vulnérabilité et que tu parles de réalités historiques qui doivent être partagées et qu'elles doivent être comprises par la personne en avant de toi, il faut que tu parles de toi pour lui faire comprendre. C'est là que la vulnérabilité devient un bouclier. Hmm. Ouais, je comprends ça, là. Puis, mais justement, genre, je sais que aussi vous parlez beaucoup de colère, puis tout ça, genre, puis beaucoup de trucs, mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de beauté dans ce que vous écrivez. Il y a beaucoup d'humour aussi. J'ai beaucoup aimé le passage de justement une autochtone sur la carte indienne qui est genre expirée, là. Ça nous est tous arrivé, hein? Ah, Moi, ça m'est arrivé aussi, j'ai bien ri. Non, moi, ça m'est pas encore arrivé. Ma carte n'a pas de date d'expiration. Ah. Ma communauté, ils ont fait ça. Chez nous, on en a, c'est 5 ans. ouais, Ah, c'est ça, fou, hein? Son identité expire. Allez dire ça à un Québécois. ouais, c'est ça. Fait que c'était comme. Et fait que comment est-ce que ça peut, genre, tout ça devenir une forme de révolte? Comment la beauté, comment la poésie, l'humour, la douceur peuvent être une forme de révolte? Pour moi, je trouve qu'il y a comme plein de manières. Parce que, comme, une affaire que je me suis en fait enseignée par des elders, c'est que oui, il y a beaucoup d'indigenous trauma, mais il y a aussi beaucoup d'indigenous love, indigenous pride, indigenous, comme, everything, tu sais, comme, oui, il faut acknowledger que c'est qui est arrivé à, comme, tu sais, comme, nos membres de famille, puis nous autres, ou comme, quelque chose comme ça, mais il faut et tout, comme, montrer qu'il n'y a pas juste, tu sais, comme, il faut éduquer, comme, dans mon recueil, je mets littéralement comme une section là-dessus, mais justement, je mets des textes qui sont drôles parce que je suis comme, je peux pas juste, comme, ma vie est pas juste comme un sad story, là. Ma vie est also comme la fierté. Je fais un t-shirt danseuse depuis l'âge de 12 ans. Je danse plein de styles. Comme ça, je mets ça là-dedans. Je mets la fierté que mes parents m'ont mis là-dedans. Je mets l'acceptance de mon identité là-dedans. Je mets des jokes parce que moi, des fois, quand ce que j'aime copier avec de l'humour. Fait comme, c'est une manière de, comme, résister à ce qui nous est arrivé. C'est de montrer que, OK, tout ça est arrivé, mais la sûr, regarde où ce que je suis rendue. C'est là que je suis rendue, c'est là que ma famille est rendue, c'est là que nous autres, on était rendus. Fait que, tu sais, c'est comme, pour moi, c'est cette manière-là de, comme, c'est ma révolte, c'est mes mots. C'est qu'est-ce que j'utilise, c'est l'humour, c'est la peine, c'est l'amour, c'est tout ça, c'est tout ça, tout ensemble. Mm. Et, Oui, mais je trouve que aussi, c'est qu'on peut pas être tout le temps dans la colère. En tout cas, je parle pour moi, là, mais je veux dire, je les connais, les injustices, puis à un moment donné, si j'étais tout le temps dans la colère, mon Dieu, je serais grise, puis je serais toute voûtée, puis il y a quelque chose, tu sais. On peut pas être tout le temps dans ça. Donc, une des façons qu'on peut utiliser, c'est de relever justement tu sais, les incongruités. Puis on en vit toutes de ça à tous les jours. Puis de rire avec ça, de tourner ça à la dérision. C'est souvent ce qu'on fait dans les communautés aussi. On rit de certaines choses. Entre nous, on le faisait plus entre nous. Puis j'ai envie de plus en plus, puis je le fais un peu dans Indienne de Ville, d'ouvrir. Parce que je me dis, il faut que les gens comprennent ce côté-là de nous aussi. On n'est pas juste comme des victimes. C'est pas ça du tout, là. Au contraire, on est des survivants. Donc, il y a de la force aussi dans cette façon de faire les choses, je trouve, d'utiliser l'humour pour rire de soi. L'autodérision, ça marche. Tu sais, ça fait partie le lien avec la vulnérabilité dont parlait Maya aussi tout à l'heure. Moi, je trouve que ça marche bien. ben, justement, dans ce cas-là, allons dans le thème du sujet. Genre, quand vous passez à votre voix debout, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et genre, à quel moment est-ce que vous avez senti que ça se manifestait par l'écriture, par votre écriture et tout? Là, ça devient plus... vous voyez ce que je veux venir? Genre, où est-ce que je dis, genre, une question facile à genre... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais adoptée par des Québécois et mes parents ne voulaient pas que j'attrape l'accent de la Côte-Nord. C'était pas vraiment du mépris, c'était pas de ça pantoute, c'est qu'ils savaient que j'étais née femme et que j'étais née autochtone, donc 2 coches en dessous. Donc, il fallait pour eux que j'aille plus de torque ou de force ou de capacité de foncer dans le tas pour assurer ma survie. Et je pense qu'ils ont bien fait ça. Tout n'était pas parfait, mais mes parents étaient avancés pour l'époque et ils m'ont toujours dit justement de se tenir debout, de ne pas avoir peur de revendiquer qui je suis. Et à un moment donné, même, c'est ce qui était un peu aigre-doux ou même drôle, mais en même temps triste, c'était de voir que ma mère québécoise était parfois 2 fois plus militante que moi. Mais à cette époque-là, je travaillais à la CCQ, donc il fallait que je sois un peu neutre.
et sans saveur. Donc, mais ma mère se permettait de l'être un peu plus et ça équilibrait les choses. Donc, ça fait longtemps. Ben, pour ma part, c'est la crise d'Oka. Tu sais, j'avais 13 ans quand c'est arrivé, puis j'étais guide touristique dans ma communauté. C'était mon premier emploi d'été. On commence jeune chez nous. Et puis, j'ai fait face à toutes sortes de questions qui comportaient plein de préjugés, des stéréotypes, du racisme, de l'ignorance. Puis pour moi, je me suis dit, bon, j'ai deux façons de vivre ça. Soit je m'écrase ou soit je m'en sers comme d'un tremplin pour pouvoir expliquer l'histoire, les lois, bon, les injustices. Mais j'avais juste 13 ans, donc je connaissais pas grand-chose. Donc, j'ai fait tout un travail, là, vraiment, auprès des aînés. J'ai lu les livres que je pouvais lire. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Mais quand même, ça a été vraiment mon moteur. Puis par l'éducation, tu sais, à chaque fois que je réussissais à expliquer ou à répondre à une question, je me rendais compte que le regard des gens changeait. Puis je me suis dit, ben si je suis capable de faire ça à plus de monde que mon petit groupe de 6 visiteurs qui viennent de la France ou qui viennent de l'Ontario, ça va être vraiment bien. Donc, tranquillement, c'est pour ça que j'ai fait de l'enseignement. On a commencé des petits groupes, puis à la fin, quand j'enseignais à l'UQAM, il y avait une centaine d'étudiants. Puis l'après, je me suis dit, ah, c'est une autre façon, je vais parler à plus de monde. Puis encore, ben la littérature, c'est vraiment encore là, une autre façon. Puis ce qui est le fun dans la littérature, c'est qu'on n'est pas cantonné à 800 mots, là. Tu sais, on peut vraiment écrire toutes sortes d'affaires dans toutes sortes de styles. Donc, voilà. Pour ma part, j'ai réalisé que, tu sais, comme l'écriture était une source pour moi pour sortir tout ce que j'avais dans le corps. En grandissant, mon père était le genre qui gardait tout en dedans de lui. Même aujourd'hui, j'ai un poème qui dit carrément « Mon père me dit je t'aime » avec des capes de bouteille puis des « fuck you », puis moi, je trouve ça cute parce que il est pas capable d'exprimer ses émotions. Puis quand j'étais petite, on était à une école primaire, puis c'était juste moi et mon frère qui étaient les petits jeunes autochtones de l'école. Mon père est bien brun, puis tout ça. Fait que quand il venait à des fonctions, il se faisait pointer du doigt, il se faisait appeler sauvage. Puis c'est qu'on était la famille des sauvages de Saint-Joseph, c'était wild. Puis je voyais que mon père, il était le genre de comme goofy man qui allait tout prendre sur son dos pour pas que nous autres on voie ça. Mais moi, mon père envoyait ça quand même. Puis en grandissant, je voyais tout le temps mon père qu'il trouvait des manières de trouver ça drôle ou comme il s'en bardait pas. Mais tu voyais que, tu sais, comme à the end of the day, c'est une personne quand même, ça va le déranger. Puis lui, il était pas capable de s'exprimer, mais moi, j'étais capable de m'exprimer. Fait que je m'exprimais avec des mots sur papier, puis ça a juste continué de se développer comme ça. Puis là, ensuite, j'ai la chance de voir, j'ai pu amener mon père à le festival de poésie de Caraquette, puis il est fier de voir que moi, les mots que j'utilise, moi, la culture que je suis capable de prendre, parce que lui, il n'a pas eu cette chance-là. Tu sais, mon père a 68 ans, imaginez comme un petit vieux là, qui prend son téléphone, là, qui prend des photos de moi à toutes les fois que je fais quelque chose. Il admire ça, mais moi, je l'admire pour m'en protéger quand j'étais petite, puis d'avoir eu la chance de me donner la voix que j'ai aujourd'hui qui m'a poussée à écrire. Wow, c'est beau ça. Non, j'aime beaucoup vos réponses, honnêtement. Là, ça me parle vraiment beaucoup. Là, mais comment, pour vous, là, qu'est-ce qui, selon vous, distingue ou caractérise la manière dont les femmes autochtones portent la résistance et la révolte? Je vais y aller. Pas l'ethnologue. C'est surtout moi, ouais, ben, en tout cas. C'est que pendant des années, en fait, les femmes n'avaient pas vraiment... Tu sais, les femmes ne pouvaient pas, dans les communautés, être chefs. On n'avait pas le droit, selon la loi sur les Indiens. On n'avait pas le droit d'avoir des positions... les positions qu'on avait traditionnellement, par exemple, chez les Wendat, avant la loi sur les Indiens, les femmes avaient un rôle. C'est elles qui choisissaient les chefs. C'est elles qui gardaient l'harmonie au sein de la communauté. Les femmes, dans toutes les nations, avaient le droit de prendre part aux décisions aussi. Puis quand est arrivée, la loi sur les Indiens, on a changé tout ça. Donc, c'était plus la femme qui transmettait son clan, maintenant c'était l'homme. Donc, on a embarqué le patriarcat là-dedans. On est venu diminuer le rôle des femmes parce qu'en Europe, à la même époque, les femmes n'avaient pas ce rôle-là, cette liberté-là, cette puissance-là. Et je pense que les gouvernements, malheureusement, qui se sont succédés, ont voulu un peu diminuer ça pour rendre les Autochtones à l'image de ce qu'on faisait en Europe. Je dirais que pendant longtemps, on n'a pas eu de voix, les chefs étant des hommes. Et on a trouvé notre voix à travers les arts, je trouve beaucoup, à travers la littérature, à travers les médias aussi. Si vous regardez les premiers à s'être exprimés dans les médias, là, vous allez me dire, oui, il y a Michel Jean, mais Michel ne le disait pas au début de sa carrière, qui était Innu. C'est arrivé beaucoup plus tard. Donc, les premiers, c'était les Maïté Saganache, c'était Mélissa Molène-Dupuis, c'était des femmes
Donc, Miracri. Miracri, bien oui, Miracri, mais Miracri, elle était plus une animatrice, tu sais, c'était pas... Donc, mais quand même, elle était importante. Donc, bref, moi, je pense que c'est ça, c'est qu'on a trouvé des voies alternatives pour s'exprimer. Et là, à un moment donné, il faut être capable aussi de le faire. Hmm. Moi, je sais pas si c'est par le fait que parce qu'en grandissant avec ma famille québécoise et j'étais à côté de ma communauté, c'était une époque où ce que si tu étais pas, ami avec le conseil de bande, c'était difficile pour l'emploi puis autant pour les finances. Mais mes parents m'ont élevé en m'apprenant beaucoup l'indépendance puis l'autonomie financière et au niveau des idées. Fait que pendant très longtemps, j'ai jamais vraiment eu besoin d'aller vers le conseil. Et c'est une époque où il y avait comme aussi une petite hostilité entre certains membres de ma famille et la communauté, mais ça, c'est des vieilles histoires. Et maintenant, ça va, mais ce n'est plus aussi c'est plus comme ça. Mais je me rappelle, même à une époque, pour l'époque, je m'étais présenté contre le chef de ma communauté. Et ça m'a suivi un bout de temps, jusqu'à temps que le chef vienne me voir, puis signe la paix avec moi. Puis depuis, ça va très bien. Mais c'est ça, en termes de prendre parole, je l'ai peut-être fait sans le savoir. Mais parce que j'ai été élevée aussi, mes deux mères étaient très féministes et se connaissaient, donc ça faisait un méchant mélange et toute une influence aussi. Hmm. Ben, juste. Ah oui, continue. Ben, Non, non, vas-y. ben, tu sais, comme, si je reprends un peu comme, comment est-ce que tu disais justement de comme le rôle des femmes qui jouaient pis tout ça, tu sais, comme, ce qu'on pense dans un mariage d'un homme et une femme, dans la norme, tu prends le nom de famille de l'homme, ça c'est dans la normale. Mais quand ce que tu penses, c'est comme, je sais pas si c'est le même dans toutes les autres communautés, mais comme dans les communautés au Outaouais, si c'est la maman qui est enceinte, c'est la femme va, puis un père et une mère autochtone, puis ils viennent de deux différents clans, le clan va venir de la mère parce que t'es connecté à la mère. Fait que tu sais, comme, ça a toujours été ce que les femmes avaient tellement un rôle important. Puis moi, je danse le fancy short, fait comme, apprendre l'histoire de comment est-ce que les femmes n'avaient pas le droit de danser dans le cercle de danse, parce que dans le temps, way back when, tu sais, comme c'était pas comme ça non plus, puis les femmes ont dû reprendre par force, tu sais, comme leur droit de danser, de là, ce qui est né le old style fancy, parce qu'ils voyaient les hommes danser fancy. Les femmes ont tout le temps eu un rôle, ils ont tout le temps eu une voix, mais à cause de la loi des Indiens, à cause de la colonisation, puis la views que les colonisateurs ont sur les femmes, ils ont été rabaissés, mais leur voix était là, ils sont juste muettes parce qu'ils mettaient comme un mute button dessus, fait comme aujourd'hui, on a la chance de pouvoir exprimer notre voix, de quoi que dans le temps, on n'avait pas. Puis je pense à ma grand-mère qui n'a jamais eu le droit d'être fière, elle aussi. Tu sais, comme, c'est pas... J'ai la chance de porter cette fierté-là, mais c'est pas comme si on n'était jamais là, parce que ma grand-mère me parlait, c'est juste qu'on n'avait pas le droit de parler à voix forte. Hmm. Ben justement, je trouve que non, je trouve que c'est des réalités opposées qui sont vraiment très différentes de nation en nation. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui relie quand même les autres, c'est genre justement la protection de votre identité, la façon dont vous justement vous réappropriez en fait cette identité-là, non seulement en tant que femme autochtone, mais souvent aussi comme en tant que femme autochtone qui vit en ville. Puis justement, t'en parles beaucoup, genre justement dans la façon dont dont justement comment est-ce que les gens comment est-ce que les gens sont comment est-ce que tu que certaines personnes autochtones ne fit pas justement dans ces stéréotypes-là, genre je sais pas si tu voudrais comment dire un peu plus ou Ouais. C'est comme quand on me regarde, je vais aller d'une salle, je vais être avec mon père, puis ça va être moi et mon père. Le monde, la majorité du temps, ils vont pas penser qu'on est parentés un et l'autre. First of all, je ressemble même pas à ma mère. Les gènes récessifs du Bouracadien ont fucking gagné, là, tu sais, comme, ça a été vraiment wild, là, mais tu sais, comme, ça, juste ce vécu-là, tu sais, comme, ayant grandi, à voir comment est-ce que mon père est traité versus, genre, comment est-ce que, comme, mon frère puis moi, on peut être traité dans une salle, puis tout voir la différence entre vivre hors communauté et vivre sur communauté, which is très drôle parce que nous autres, c'est l'opposé. Ceux qui sont sur la communauté vont être plus bien traités et vus par le chef et conseil parce que c'est une communauté un peu plus riche. Tandis que nous autres, on vivait comme plus sur le côté de pauvreté, mais c'est comme voir comment est-ce que la narrative fait être switchée, puis comment est-ce que le monde comme nous mettait comme dans des bateaux, est-ce que c'était comme OK, mais comme si tu restes hors de communauté, t'es pas connecté à ta communauté. Si tu restes sur communauté, ben comme t'es probablement comme comme je l'ai entendu assez souvent, comme les stéréotypes de comme les drogues, l'alcool, tout ça, puis de comment est-ce que tu ressens, puis comment est-ce que tu devrais agir, puis tout ça, mais comme
on est tellement tous différents. On est tellement tous différents. On n'a pas besoin de se ressembler un et l'autre. On porte la fierté de ceux-là qui sont venus avant nous autres. Je porte la fierté de mon père quand même. J'habite ce que j'habiterai, ça ne changera pas c'est quoi mon identité. Puis je pense que c'est quelque chose que plus que les années avancent, plus que le monde peut comprendre et voir ça. Là, comme ça, on dirait qu'il y a une nouvelle page qui est après tourner. Je pense, tu sais, comme mes neveux et mes nièces, j'ai une partie des autres qui ressemblent à mon père, mais après ça, j'ai une partie des autres qui sont plus blonds que moi, puis ils ont des petits yeux bleus, mais sont tous mes neveux et mes nièces quand même. Il y en a qui restent sur communauté, il y en a qui restent hors communauté, mais à the end of the day, ils font toutes partie de la communauté. Il n'y a rien qui change ça de un et l'autre. Fait. Et je sais que, mettons, dans vos livres, vous avez beaucoup vous parlez beaucoup à un lecteur comme qui est quand même assez large, mais j'ai comme l'impression aussi que tant d'Autochtones peuvent aussi comme se fier à vous, comme vraiment genre être vraiment connectés à vos paroles. Et comment juste une petite fleur de même là, mais je trouve que c'est le fun là, comment vous pensez comment vous ressentez justement cette espèce de feeling là, genre que de savoir que des femmes autochtones, des Autochtones en général puissent vous lire et vous voir en eux. Moi, j'ai comme l'impression que dans mes premiers recueils, les gens de ma communauté ne le lisaient pas, puis c'est pas du chiolage pantoute. Moi, je m'adressais surtout aux non-autochtones, tu sais, puis avec un titre comme il avait, c'était le but aussi, c'était d'attirer leur attention. Parce que souvent, le grand manque d'éducation historique est de ce côté-là. Donc, la demande était plus flagrante, disons. De plus en plus, je vois qu'il y en a qui s'intéressent à mon écriture, des gens dans ma famille, dans ma nation. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Puis je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Et ce que j'aime, par exemple, c'est quand je peux rencontrer des groupes autochtones dans des conférences. J'avais été invitée une fois à Joliette à rencontrer un groupe de jeunes Atikamekw. Et je m'étais exprimée et tout. Puis c'était dans des rares fois où je donnais des conférences à un public autochtone. Et ils étaient tous restés très stoïques, comme un jeune Atikamekw sait le faire. Et quand je suis repartie, la professeure m'a partagé leurs commentaires. À la fin, je pleurais en arrière de mon volant, tellement c'était doux puis touchant. Puis il y a une soif de ça. Ils ont besoin de savoir ce qu'on fait ailleurs, ce qu'on a expérimenté. Des fois, ça les inspire, ça peut même leur donner des conseils de quoi faire, quoi pas faire. Puis je pense que aussi ce qu'on fait, tu sais, je ne veux pas parler pour vous, mais ça va. C'est comme si enfin on se retrouve, tu sais, dans la société via la littérature. Puis moi, ça me fait du bien quand je lis, tu sais, des recueils comme Maya, j'avais lu son premier, entre autres, Enfant du Lichen, je me trompe pas, c'était ton premier, hein? Non, c'est le deuxième. Réserve du matricule 04. Ah oui, c'est vrai, mais moi, c'est le deuxième. Puis j'ai lu, ben tu sais, Jessica, hier, on a fait une activité ensemble, donc j'ai lu Poussiéreuse la semaine passée. Puis je me retrouvais parce qu'il y a de l'émotion pure là-dedans. On parlait d'authenticité, tu sais, il y a quelque chose qui vient nous rejoindre, qui vient nous connecter. Puis même si, tu sais, il y a plein de choses là-dedans que je connais déjà, même si les émotions que Maya fait si bien transparaître à travers sa poésie, je les connais parce que je les vis, ça me fait du bien de me retrouver là-dedans. Puis quand il y a des Autochtones qui viennent me voir et qui disent « Hey, je me reconnais dans ce que tu dis, il y a des petits morceaux qui me rejoignent », bien, ça me fait toujours plaisir parce que c'est comme si on existait. Tu sais, des fois, c'est plate à dire, mais si l'autre nous reconnaît pas, c'est plus difficile de se reconnaître. Alors, tu sais, d'être là, que des maisons d'édition nous fassent confiance, qu'on devienne à quelque part un peu des modèles, je trouve ça vraiment, vraiment le fun parce que j'ai pas eu cette chance-là quand je grandissais. Fait que je me dis, si humblement je suis capable de faire ça puis que ça résonne, puis il y a des gens qui lisent, puis moi, c'est pari gagné, là. Ouais, honnêtement, là, ça me donne des frissons, là. Mais justement, mettons comme dans ton travail pour Maya, dans ton recueil, là, pour chaque perle offerte, tu commences quand même en grand avec un poème qui s'intitule Pourquoi tu es l'arbre? Tu parles de l'arbre qui doit survivre quand toi, tu vas plus être là, là. Mais pour vous tous, qu'est-ce qui, à travers votre poésie, doit survivre? Qu'espérez-vous laisser comme mémoire ou héritage?
de grandes questions. Quand on a reçu le prix du gouverneur général, on était 4 ou 5 corps à cause de la pandémie. Et on était toute une gang à se rassembler à Rideau-Hall. Puis on était différents groupes à aller visiter les archives nationales du Canada. Et on était quand même quelques Autochtones. Non, j'étais pas tout seul pour une fois. Et à rendu aux archives, ils nous présentaient tout ce qui avait lien à l'histoire canadienne. Et à un moment donné, j'ai dit, ben là, on est où, nous autres? Parce qu'on est quand même quelques-uns. Puis de tout ce que je vois, c'est très anglais, français. Mais ce qu'il y avait un portrait d'un Inuit qu'on ne savait même pas par qui c'était fait. On ne savait même pas qui était la personne. Il y avait un autre portrait, une autre œuvre. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Fait que, tu sais, ça n'avait pas été mis de l'avant. Fait que, puis ils nous demandaient, à nous, les écrivains, c'est parce qu'ils nous montraient des archives d'auteurs québécois, canadiens, qui avaient été conservés, des affaires à noter. Il va peut-être falloir que je laisse mon iPhone quand je vais mourir. Mais ils nous demandaient de garder nos archives, de garder les drafts qu'on fait, tout ça, pour éventuellement que ça aille aux archives pour être présenté aux autres générations, si on se rend là. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on se rappelle? C'est qu'à un moment donné, écrire l'histoire que les gagnants écrivent l'histoire des vaincus, c'est pas toujours une formule gagnante. Ça fait beaucoup de mal. Pour ma part, je dirais que comme quand je pense à ma poésie puis qu'est-ce que j'aimerais comme laisser tout ça, une de mes affaires préférées, c'est quand j'ai des conversations avec d'autres jeunes autochtones qui sont vus dans mon recueil. Fait que qu'est-ce que pour moi, une des affaires que j'aimerais comme pouvoir laisser, ce serait une fierté identitaire. Parce que pour moi, Poussiéreuse est une quête identitaire d'accepter ce que je suis en entier. Mais moi, mon questionnement identitaire est une appartenance identitaire pour d'autres lecteurs. Puis j'ai réussi à réaliser ça. Puis plus que je vais écrire, puis plus que d'autres recueils vont sortir, plus que je veux vraiment laisser cette fierté d'être qui ce qu'on est, cette fierté identitaire-là, puis avoir ces inside jokes-là qui fait que d'autres natives vont pouvoir être comme « Oh my gosh, moi je catch ça, moi je comprends ça », puis c'est comme une partie qui vient les rejoindre, puis les pogner, puis que les autres vont comprendre, puis que des fois c'est juste des inside things, c'est comme une appartenance, c'est une fierté, une appartenance, c'est ça que je veux laisser avec ma poésie. C'est beau. Ben, moi, quand j'étais plus jeune, ma mère, tu sais, quand je vous ai raconté, quand j'étais guide touristique, ma mère, elle me disait, j'ai dit, c'est donc bien long changer le monde. Parce qu'une personne à la fois ou un petit groupe de 5 à la fois, c'est long. Puis elle m'a dit, mais tu sais, cette personne-là à qui tu parles, puis à qui tu racontes une histoire méconnue, puis t'expliques c'est quoi la loi sur les Indiens, puis l'impact, puis bon, etc. Elle va peut-être, tantôt, quand elle va rentrer chez elle, parler à ses enfants ou à son mari ou à sa mère, puis elle va expliquer ça, puis ça va faire son chemin. Évidemment, ça va plus vite avec les médias ou la littérature. Mais ce que je me dis, ce que j'espère, c'est justement avoir pu contribuer, parce qu'on est plusieurs à le faire, mais à ouvrir un petit peu ces esprits-là qui étaient peut-être un petit peu plus fermés, sans le vouloir, parce que c'est l'éducation qui était déficiente, malheureusement, là, dans les programmes, dans les cursus scolaires pendant longtemps au Québec en particulier. Donc, si on peut contribuer à travers l'émotion d'un récit ou d'un roman ou d'un poème, moi, en tout cas, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est comme d'ouvrir les cœurs. Puis quand les cœurs sont ouverts, il me semble qu'après, c'est plus facile. Donc, si je peux avoir contribué à ça, je vais être contente. C'est super. J'aime beaucoup vos réponses, mais là, il ne reste pas beaucoup de temps. Là. Je vais juste comme poser une ou deux questions différentes. Fait que, selon vous, à quoi pourraient ressembler les révoltes autochtones au féminin dans 20-30 ans? Oh boy! Oh. C'est vraiment une bonne question. Là, j'avoue que je le sais pas. Moi, je pense que peut-être qu'on va cette année, je pense qu'on est beaucoup dans la douceur quand même, mais à un moment donné, il faut qu'on continue à avancer. J'aimerais pas qu'on recule. Puis des fois, j'entends des plus jeunes qui sont, bon, ils sont jeunes, hein, ça vient avec. Je veux pas généraliser, mais tu sais, ils veulent que ça bouge plus vite. Alors j'espère qu'en tout cas, les voix autochtones féminines vont encore se faire entendre par toutes sortes de façons, dans toute leur authenticité, mais surtout dans tout ce qu'elles sont. Parce que Maya et moi, on a à peu près le même âge, puis je veux pas parler pour toi, mais je t'entendais tantôt parler, puis c'est vrai que
des fois, il faut jouer le jeu, il faut jouer la game. Tu sais, tu parlais dans tes emplois, tout ça. Puis, je suis un peu tannée des fois de jouer cette game-là. De moins en moins, je la joue. Puis, j'ai envie que les générations futures, celles de mes... Ben, moi, j'ai eu des fils, mais si j'avais eu des filles, ça serait la même chose. Puissent être tout ce qu'ils veulent être dans la société. Puis, c'est comme ça aussi qu'on mène des batailles, je pense, en étant qui on est de A à Z. Je suis en train de réfléchir. OK, je vais y aller. Euh, Ben moi, je pense qu'il faudrait peut-être pirater ChatGPT, là, puis donner sa carte de 6-1, puis le remplir de la vraie histoire. Non, mais blague à part, moi, quand je vois les jeunes foncer puis dénoncer, on reconnaît la même fou qu'on avait à peu près à cet âge-là. Moi, je n'ai pas honte de ce que j'ai réussi à créer avec d'autres. C'est surtout, ce qui est important, c'est avec d'autres. Parce qu'un exemple, je me rappelle quand j'ai des gens qui m'ont croisé en disant: «Ah oui, c'est toi qui as fondé l'association étudiante à l'Université Laval». Qui dit: «Non, non, cofondé». J'ai dit: C'est important. Puis elle est encore vivante, cette université-là». Fait que ça, c'est une façon, je trouve, durable de donner aux jeunes une façon de s'exprimer, de leur donner des armes ou des outils ou des armes pour créer la paix. Parce qu'à date, l'usage que l'humanité fait des armes, c'est rien de très brillant. Et je pense qu'un des importants aussi, c'est de garder dans sa tête l'humilité. Parce que, oui, ça ne me gêne pas de revendiquer certaines choses qui ont été créées, mais il faut se dire que si ça a été créé, je ne les ai pas créées pour moi. Parce que je me rappelle quand l'association étudiante avait été créée à l'Université Laval, on m'avait dit: «Maïa, il faut que tu sois présidente». J'ai dit: «Non, non, j'ai pas fait ça pour avoir un trône. Moi, je termine dans une session, c'est pour vous». Donc, c'était ça l'important. Et je pense que quand on est dans l'humilité, ça assure une meilleure constance qu'une continuité à ce qu'on crée. Pour ma part, je trouve que c'est une question qui est quand même assez difficile à répondre parce que je commence juste ma vie adulte, et comme... Être dans l'âge cible. ouais. Comment? Elle dans l'âge cible. Ouais, fait que tu sais, c'est comme... C'est dur à répondre parce que je sais pas où ce que comme ça va être rendu, mais pour ma part, ce que j'essaie de faire, c'est, tu sais, comme j'enseigne la danse sur ma communauté, mais j'enseigne aussi comme la culture, j'essaie avec l'écriture, des choses comme ça, puis j'ai beaucoup de jeunes filles de ma communauté qui viennent, puis s'il y a bien de quoi que, tu sais, comme autant que je peux être gênée, j'ai aussi une voix forte, puis j'essaie de transmettre de cette énergie, parce que je peux dire, elles autres, ils ont une voix plus forte que la mienne, ils sont pas gênées, ces petites-là. Puis j'aime ça voir comment est-ce qu'ils sont déjà plus fiers puis plus braves que quand moi j'étais petite. Puis je peux voir que comme dans 20 ans, 30 ans d'ici, ces filles-là vont être encore plus, peut-être même rendues loin que nous autres aussi, avec leur voix, puis ils vont pouvoir encore plus s'exprimer, encore moins avoir de barrières en avant des autres, parce qu'à the end of the day, il y en a encore aujourd'hui des barrières qu'on fait encore face. C'est peut-être moins visible, mais c'est encore là. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va être rendu, mais c'est sûr, c'est une question un petit peu plus difficile pour moi à répondre parce que je commence juste ma vie d'adulte, fait comme je me vois pas comme, tu sais, je commençais à utiliser ma voix moi-même, donc, mais c'est ça. Il y a quelque chose qu'elle a dit au début, qu'elle nous admirait tous les deux, moi puis Isabelle. Puis moi, au contraire de sentir la tête m'enfler, j'ai plutôt senti une grande humilité en disant: «Oh, il faut que je continue dans le bon chemin pour justement Ouais. garder cette belle admiration-là», parce que ça, c'est des beaux cadeaux. Mais j'aimerais juste vous dire à quel point moi, je suis vraiment très admirée par vous toutes aussi. Là. Je trouve que c'est important de justement se le dire entre femmes parce que moi, en tant que, genre, si moi j'avais été petite Jamie, là, j'aurais été vraiment très fière de pouvoir me voir à travers les livres que j'écris, à travers les séries que je vois à la télé. Fait que honnêtement, je suis vraiment contente de pouvoir animer ce panel-là avec vous autres. Et puis, ceci dit, mettons, j'aimerais juste savoir un peu plus, mettons, sur vous. Il se peut que j'aie autre petite question, mais je vais poser celle-là en premier quand même, puis éventuellement, peut-être que j'aurai le temps pour une autre dernière question. Mais en ce moment, c'est quoi que vous avez pour la suite de votre travail? Est-ce que vous travaillez sur quelque chose en ce moment? Est-ce que vous faites de nouveaux... Est-ce que vous avez une table où est-ce qu'on peut aller faire signer vos livres? Fait que...
Moi, je travaille sur un projet de conte pour enfants. Donc, j'ai envoyé ma demande. J'espère que je vais l'avoir. Et sinon, bourse ou pas, je veux quand même travailler dessus. C'est inspiré de ce que j'ai vécu enfant et tout. Donc, voilà. Puis pour la signature des livres, si je suis dans le coin du groupe Ville-Marie, je devrais être sur le bord, donc ça devrait aller pouvoir me reconnaître. Ça devrait. Pour ma part, si je parle de tous les projets que je suis dessus, comme c'est beaucoup, là, comme j'arrête pas, je me serais dire qu'il faut que j'apprenne à dire le mot non. C'est pas de quoi que je prenais dans mon vocabulaire, apparently. Quand ça vient à mes projets littéraires, j'ai 2 autres projets que je travaille dessus. Un qui est un hommage à mon père, puis un qui est un autre projet que je travaille dessus, c'est lui, je suis un peu plus avancée. C'est sûr que ça avance un peu plus vite que Stia, parce que ça m'a pris un peu plus de temps à être fière de ma voix, mais au moins là, ça roule. Quand ça vient à ce que je veux d'être pour les dédicaces, j'étais avec Motel Acadie, le SNA, puis REFC. Puis j'étais avec Jolie Autochtone, mais je pense que j'ai fini mes dédicaces avec eux autres. Donc, si vous cherchez mon livre ou que vous voulez que je le signe, je suis actually dans une dédicace comme right after this. Oh, 2 heures, c'est pour me dire. Sur quoi je travaille? À l'hiver puis au printemps, je vais sortir 3 romans jeunesse. Donc, un pour les 6-8 ans, maison d'édition chez Bayard, et une nouvelle série que je fais au Malin, les mêmes qui ont fait Niche. Je ne sais pas si vous connaissez la série Niche, pour les 8-10 ans. Donc, je vais un petit peu plus jeune. Donc, ça va sortir ça au printemps. Je n'ai pas les dates exactes. Je travaille aussi à un projet secret qui devrait sortir à l'automne avec un autre auteur. Et je travaille sur Des glaçons comme d'hiver, qui est mon roman qui est sorti l'année passée, parce qu'il va être publié en France en janvier. Donc, ça demande des petits ajustements, évidemment, parce qu'on s'adresse à un public français. Donc, je travaille là-dessus. Sinon, je fais des balados aussi avec Radio-Canada. Je travaille sur un balado pour encore parler de la réalité historique autochtone. Donc, et moi, tout de suite après, ici, je suis complètement à l'opposé, mais vraiment en diagonale. Il faut que je fasse un petit marathon. Juste en face du kiosque Jolie Autochtone, il y a le kiosque de Flammarion Québec qui édite mes livres. Donc, je vais être là pendant 1 heure, encore juste après. Ouais. Bon, mais si jamais vous voulez faire signer vos livres, vous pouvez aller courir avec elle jusqu'à l'autre bout là-bas. OK. Fait qu'on a dedans, je pense, comme pour une dernière question qui est quand même super le fun. Là. J'ai comme un peu amâché pendant que vous parliez aussi, genre, parce que vous avez beaucoup de liens aussi avec le territoire et tout ça. Est-ce que, genre, la manière dont... Là, je vais essayer de le reconstituer dans ma tête, là. Est-ce que la manière dont vous parlez du territoire, mais aussi genre comme de tout ce qui vous entoure, dans lequel vous vivez, ce qui vous habite, est-ce que c'est une manière pour vous de vivre le territoire, mais de l'écrire aussi, puis de façon politique et concret, actuelle, genre? C'est sûr que parler de quelque chose qu'on nous a volé, c'est un peu difficile. On en parle toujours comme quelque chose qu'on désire. Comment je pourrais dire ça? On dit car ça, le territoire nous guérit et ravive notre mémoire. Donc, c'est un lieu important pour nous. Moi, j'ai encore du travail à faire là-dessus, personnellement, dans ma vie. Parce que ce qui crée un choc, c'est quand 50 ans après, ton frère aîné te demande de revenir vivre dans la communauté. C'est là que tu réalises qu'on nous a enlevé beaucoup. Moi, la colonisation, c'était en 1963 pour ma communauté. Sur la ligne du temps, c'était ce matin. Et de réaliser que ma famille a été détruite par ça, même s'ils sont encore vivants, qu'on se voit, on ne sait pas comment être entre nous, comment être frères et sœurs. On ne sait pas comment gérer ces liens-là parce que on nous l'a enlevé. Et pour moi, c'était un choc. C'est quelque chose qui résonne encore, que je ne sais pas encore comment l'ajuster dans ma vie, l'intégrer dans ma vie. Et je ne sais pas, ça, je pense que c'est aussi encore une place pour de la poésie. Pour ma part, je fais littéralement un de mes poèmes, c'est une comparaison envers moi et The Land, parce que j'utilise beaucoup d'anglicisme, là, venant du Nouveau-Brunswick. Mais je fais carrément beaucoup de références sur ce que comme la Wollastock, qui est, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis Wolastoqey, on est the people of the beautiful and bountiful river. Fait que la St. John River que beaucoup de monde vont connaître, c'est actually la Wollastock, qui était notre transcanadienne, basically.
On a aussi une autre histoire de création qui définit pas juste notre peuple comme le monde de la rivière, mais le monde du frêne. Puis, littéralement, pour nous autres, on est englobé carrément de la nature, de la Woodstock, les frênes, des ash trees, basically. Puis, je mets beaucoup de comparaisons là-dessus parce que je vois aussi beaucoup le disconnect qu'il y a sur ma communauté personnellement, puisque la colonisation a vraiment fait un bon pas sur quasiment anéantir notre culture. Puis pour ma part, tu sais, comme je suis connectée, je suis très connectée, tout ça. Je suis la seule active dancer de ma communauté en ce moment. Mais je veux, en ayant ma poésie, que ça rouvre une porte pour les jeunes que j'enseigne, qui ont lu comme mon poème ou d'autres membres de la communauté qui ont lu ma poésie, de vouloir s'intéresser à the land, tu sais, comme à la terre, à la forêt, à la Woodstock, puis tout ça, juste en étant inspiré par ce qu'ils disent. Puis c'est un chemin qui va être long à travailler dessus, mais qui est là. C'est, à the end of the day, c'est comme que Maya a dit, tu sais, comme ça nous a été enlevé, fait que c'est dur de se la réapproprier par bout. Mais hopefully que comme plus qu'on continue à travailler, plus que ça va continuer de fonctionner, là. Pour ma part, Indienne de ville, c'est un peu ça. Hein. J'avais envie de faire une espèce de pied de nez parce que oui, Wendake est vraiment une communauté urbaine, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on grandit dans une communauté urbaine qu'on n'est pas lié au territoire. Moi, j'ai grandi, je passais mes fins de semaine dans le bois avec mon père qui avait un chalet, mais vraiment loin, sans électricité, sans eau courante. Tu sais, on est vraiment avec des souris, là, on va le dire. Puis j'avais comme oublié ça parce que, bon, je suis arrivée à la ville, la vie adulte arrive, ça va vite, tout ça. Puis pendant la pandémie, j'ai vraiment fait un retour dans le territoire. Puis je parlais de sécurisation culturelle tantôt, puis il n'y a pas un endroit où je me sens plus moi-même que là, que sur le territoire. Puis c'est souvent là que je vais avoir mes idées aussi pour mes livres, mes romans, mes projets, mais il y a quelque chose de fort, d'enraciné, d'authentique aussi, tu sais. Puis Maya parlait d'humilité. Il n'y a pas un endroit où on peut se sentir plus humble que vraiment très, très loin dans le bois, mais vraiment loin. Parce que s'il arrive quelque chose, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ce qui nous entoure. Puis au dernier camp que j'ai eu, c'était pas grand-chose à part des arbres, puis des huards, puis des poissons, puis un lac. Donc, il faut se débrouiller. Puis c'est là on apprend aussi qu'on est tout petit. Donc, j'aime ça, faire ce tour-là dans le territoire, puis le raconter aussi, ça. Je trouve ça important. Mais je trouve ça vraiment important tout ce que vous dites parce que je pense que en fait en étant autochtone puis tu sais moi aussi je me le suis fait dire là par ma communauté là comme une indienne non, une Atikamekw de ville là, genre une indienne de ville là. Parce que j'ai vécu comme la grande majorité de ma jeunesse comme en ville aussi. Mais je pense que l'environnement dans lequel on est nous définit, mais ne nous définit pas au complet. Puis je pense que justement, le fait de comme se reconnecter aussi à ce que la mémoire de nos parents, tu sais, de nos ancêtres, je trouve que c'est important de faire comme tu sais, un peu un pas dans les deux mondes puis de danser là-dedans. Là. Mais je pense même que j'ai encore une petite question encore que je peux genre poser. Puis ça, c'est vraiment voir comme plus parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir écrivaine aussi. J'écrivais énormément beaucoup. Puis qu'est-ce que vous diriez, mettons, à la petite Jamie genre, qui voulait devenir écrivaine, genre, puis à la jeunesse? Ça, on me la pose souvent parce que je fais beaucoup d'écoles avec niche, évidemment. Puis je dis que pour être écrivaine, je leur demande c'est quoi qu'il faut. Puis là, ils me disent, il faut de l'imagination, puis il faut un bon français. Puis j'ai dit oui, c'est sûr que ça aide. Mais ce qu'il faut le plus, c'est de la discipline. Il faut s'y mettre. On n'a pas le choix parce que le livre, ça s'écrit pas tout seul. T'as beau avoir toute l'histoire dans ta tête, si tu prends pas le temps de l'écrire, ça fonctionnera pas. Donc ça, faut pas l'oublier aussi. Puis souvent, il y a des gens qui me disent « Ah oui, j'ai une idée de livre, tout ça. » Mais je dis « Qu'est-ce que t'attends? » Il faut juste s'y mettre. Puis je n'étais pas spécialiste non plus. Il y a personne qui... On n'est pas écrivain. Tu sais, c'est pas écrit sur notre front. Tu vas être écrivaine, tu sais. C'est quand on est. Donc, il faut juste s'y mettre puis essayer d'apprivoiser cet art-là qui nous apporte tellement, finalement. Pour ma part, mon mentor, qu'est-ce qu'il nous disait tout le temps? C'était vomir sur le papier puis inquiète-toi de ça après. Fait que si tu as une idée, écris-la. Si tu veux écrire 50 pages d'une shot, écris-la. Puis comme si qu'il y en a comme 2 de ces pages-là qui sont bonnes, ben utilise ces 2 pages-là. Mais c'est grâce à ça que mon recueil est venu par exister parce que pas tout ce que tu vas écrire va être bon, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas du bon dedans. Faut juste que tu continues, puis tu lâches pas, puis tu continues de vomir sur ton papier, puis éventuellement, tu vas avoir un livre.
Moi, je pense, j'ai fait une expérience il y a 2 semaines. J'ai demandé à ChatGPT d'écrire un poème selon la manière de Maya Cousino-Mullen. Sur le coup, j'ai eu la chienne. Et après ça, je l'ai fait lire à 2, 3 amis, puis ils m'ont dit: «Ouais, c'est bon, mais c'est pas toi». Ah, OK, phew. Fait que, être honnête avec soi-même, donc ne pas utiliser ChatGPT, s'il vous plaît, même si c'est facile. Moi, c'est mes parents qui me disaient quand j'étais jeune d'écrire à chaque fois que je commence un projet, je vois mon père qui me dit: «Écris, écris». Puis des fois, il me faisait des petits concours, genre: «Écris sur tel sujet, puis t'attends le temps». Puis moi, je suis capable de faire ça, là, j'aime bien ça, faire ça. Ça énerve d'autres mondes, là, mais j'ai une rapidité dans la composition, surtout si c'est un sujet qui me frappe, là, très fort. J'ai pas nécessairement de discipline, par exemple. Moi, mes 2 prochains recueils peuvent être dans mon cellulaire, puis ils vont dormir là pendant un moment, puis à un moment donné, je vais les sortir. C'est comme ça que je fonctionne. C'est un petit peu plus dur pour le roman puis les contes pour enfants, mais heu, je peux me mettre dessus une soirée puis finir à 4 heures du matin, puis il va être pondu. Il y a des ajustements à faire aussi, mais c'est toujours le fun. Puis une autre place où ce que j'ai appris l'humilité à moi-même encore, c'est, j'étais en train de faire on faisait la correction pour les berles et la correctrice m'envoie des corrections, fait que ça va. Puis à un moment donné, je vois qu'elle me corrige en inou, je fais: «Hey, elle est effrontée elle, là?» Puis là, je fais: «Non, elle a pris la peine d'aller chercher le mot dans le dictionnaire inou. Ah ben tabarouette, non, je vais prendre le commentaire, puis je vais m'ajuster ou je vais dire oui, c'est le bon mot ou non, c'est pas le bon mot». Puis de voir une correctrice qui écrit en français, faire l'effort d'aller voir dans un dictionnaire inou, on lâche pas. Ouais. Mais c'est vraiment fun, ce que vous dites, là. Moi, l'un pas des commentaires, mais un des trucs qu'on m'a dit, là, c'est comme, l'écriture, c'est un muscle. C'est un muscle, fait qu'il faut le travailler pour que ça perdure puis que ça continue, là. Fait que, en fait, je voulais juste, vous remercier, très chaleureusement à vous 3 d'être venus aujourd'hui, là. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Je pense que, les gens ont vraiment apprécié aussi, toutes votre, bribes de vie, bribes de genre, de votre lit, de vos pensées. Fait que, miigwech. Merci, Tawin. Liliwan. Inashkumetan.